Sabrina Debusca, bonjour. Vous êtes auteur du livre J'arrête la pilule aux éditions Les Liens qui libèrent. Qu'est-ce qui vous a incité à faire cette enquête sur la pilule? Eh bien, la parole des femmes que j'entendais souvent et que je recueillais via mon site internet qui tourne autour de la santé, sasaurait.fr, et où j'avais moi-même témoigné de mon arrêt de la pilule et de petits tracas qui s'en étaient suivis, et puis des bénéfices aussi. Et c'est comme si c'est un peu comme le mouvement Balance ton porc, MeToo, ça a libéré une espèce de parole sur le web francophone où on était quelques-unes à en parler. Et d'un coup, il y avait une parole qui se libérait comme ça, un flot de mails, de commentaires. Et les femmes se posaient beaucoup de questions sur leur pilule. Est-ce que je pollue l'environnement en prenant ma pilule? Est-ce que c'est vrai que les poissons se féminisent? Quel est l'impact sur mon corps? Qu'en est-il des risques de cancer? Et alors? Et donc, je suis partie des questions de ces femmes pour construire mon enquête. Puis j'ai découvert plein d'autres choses, notamment l'histoire étonnante de la pilule, entre autres. Et alors les réponses que vous ont apportées cette enquête? Alors là, ce serait difficile de tout dire comme ça, Les mais points les plus importants? grosso modo, oui, ce n'est pas un mythe. On pollue effectivement avec la pilule. Donc la pilule, comme je l'ai rappelé, répond à la définition même de perturbateurs endocriniens. Ce sont des hormones synthétiques qu'on met dans le corps et qui le modifient, qui modifient son comportement naturel. Donc la pilule est un perturbateur endocrinien. On n'a pas l'habitude, on pense plutôt aux pesticides, mais ça en est un. Et donc ce perturbateur a tout un impact sur le corps et sur l'environnement que j'essaye à l'aide des meilleures preuves scientifiques possibles, donc des études au degré de preuves scientifiques les plus élevés, mais également au degré d'indépendance les plus élevés, parce que c'est un problème, de voir ce que nous dit la science aujourd'hui, le meilleur de la science à ce sujet. Donc effectivement, on a une féminisation des poissons, on a un impact notamment par exemple d'un oestrogène synthétique qui a été maintes et maintes fois prouvé et dont on parle depuis 40 ans. On retrouve ces hormones de la pilule via le circuit de l'eau dans l'eau du robinet, ce qui pose un problème puisque parallèlement, on a des scientifiques qui nous expliquent qu'on a une augmentation des malformations congénitales chez les petits garçons, étrangement au moment où on a commencé à relarguer dans notre environnement les oestrogènes synthétiques de la pilule. Le problème étant qu'on a aussi relargué dans les années 60, c'est là qu'on a commencé avec les pesticides, avec plein d'autres perturbateurs. Donc c'est parfois difficile et impossible à l'heure actuelle de dire précisément ce qu'il en est, à qui la faute sur telle ou telle chose. Mais on commence à avoir un faisceau de preuves très important qui devrait plutôt nous emmener à un principe de précaution et à avoir envie de développer des contraceptifs non hormonaux. Et alors justement, avant de passer aux solutions, comment a réagi le corps médical à ce titre provocateur, J'arrête la pilule? Oui, alors le titre, effectivement, moi je serais plutôt partie sur Prendra-t-on encore la pilule dans 50 ans, mais ce titre qui a été choisi par ma maison d'édition de J'arrête la pilule est un titre qui interpelle et qui permet de lancer un débat. Beaucoup de médecins sont dans un paradigme pro-hormones qui relève finalement plus de l'idéologie que des faits. Puisque moi, quand j'ai fait cette enquête, j'en avais un peu marre de voir que ce soit côté Manif pour tous ou côté gynéco, des idéologies plus que des faits. Et en tant que femme, en tant que journaliste d'investigation, j'ai tenu à faire ce livre, à faire cette année d'enquête. C'est vraiment une année, 10 heures par jour, en alliance avec des scientifiques indépendants de renommée mondiale, chacun sur leur domaine, voir ce qu'il en était. Et les faits ne sont pas forcément ceux dont nous parlent les uns et les autres. Voilà, la vérité, elle est un petit peu au milieu et c'était intéressant de le dire aux femmes et aux couples. Et alors quelles sont les alternatives à la pilule? Comment on peut allier la féminité, la sexualité et la contraception? Donc comment avoir une contraception sans effet secondaire? C'est un petit peu ça le sujet. Si on ne veut plus d'hormones, en tant que femme, la première solution en général vers laquelle on se dirige, c'est le stérilet cuivre, donc le DIU cuivre, que malheureusement certaines femmes ne supportent pas. Et du coup, quand on n'a plus cette solution du stérilet cuivre, là on part sur les méthodes barrières, préservatifs, diaphragme, qui peuvent poser d'autres problèmes et qui sont à voir selon chacun. Et une autre voie dont je vais parler dans le livre, parce que c'est la voie que moi j'ai empruntée par la force des choses, c'est aussi cette voie des méthodes naturelles, qui ne sont plus du tout ce qu'elles étaient à l'époque des années 60 avec la méthode Ogino. Il y a beaucoup de préjugés autour, notamment parce que ces méthodes sont portées par des mouvements un petit peu religieux ou proches du catholicisme, donc il y a un petit peu des grincements de dents vis-à-vis de ça. Mais la réalité, encore une fois, des faits scientifiques, c'est qu'il y a des méthodes naturelles, comme la symptothermie, que je détaille dans le livre, qui sont très efficaces si elles sont parfaitement employées. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure lors de ma conférence. Aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, on peut avoir des contraceptions sans hormones ou absolument pas médicalisées, donc sans aucun effet secondaire, qui sont ultra efficaces et qui sont là maintenant disponibles. Mais est-ce que ça veut dire que l'homme doit être plus à l'écoute des besoins et des
phénomène féminin? Est-ce que ça impose un dialogue homme-femme? Alors effectivement, de fait, du coup, ce partage, par exemple, une méthode naturelle couplée au préservatif, c'est moitié-moitié. Personne ne prend de risque pour sa vie, ça c'est déjà positif. Et chacun partage. La femme met en place sa méthode naturelle pour avoir à déterminer une période de 10 à 15 jours où on doit utiliser le préservatif. Et l'homme accepte ce léger inconfort supplémentaire du préservatif. Sinon, il y a aussi le diaphragme qui permet de garder totalement le plaisir intact. Mais l'efficacité est légèrement moins élevée. Donc, pour une très jeune femme, par exemple, je ne conseillerais pas le diaphragme. Donc, ça existe. Les hommes, une nouvelle génération d'hommes est prête à partager cette charge contraceptive. Maintenant, depuis la sortie de mon livre, il y a eu des avancées. C'est-à-dire que moi, pendant l'année d'enquête que j'ai faite, c'était un peu le calme plat. J'entendais très peu parler de contraception masculine. Et depuis la sortie du livre, depuis septembre, je vois que ça se réveille. Il y a beaucoup d'articles sur le sujet. Donc, visiblement, la société s'en est saisie. Et les hommes, pour beaucoup, nous disent « bah oui, nous, on est tout à fait prêts. Si ça ne vous convient plus, mesdames, la pilule, on est prêts à prendre ça sur nos épaules. » Maintenant, la contraception à ce site particulier que l'intime est circonscrit souvent par le sociétal. Une contraception, c'est développé par des médecins, des chercheurs, donc par une société qui a une mentalité et des choses qui évoluent. Donc ça bouge, mais doucement, mais ça bouge. Merci Sabrina. À Avec bientôt. plaisir, Au revoir. merci.